Donc bonjour et bienvenue à cette disputation de la FREF. Euh, la FREF, c'est l'Association française de réflexion et d'échange sur la formation qui organise des disputations en différentes formes, webinaires, masterclass, etc. Disputation, c'est aussi pour discuter d'un sujet, mais aussi se disputer au sens se confronter et confronter nos idées, nos points de vue, nos différentes connaissances et pratiques sur le champ de la formation. Et on dit bien la formation au sens large. Euh, et bien entendu, on s'intéresse aux différents sujets, et notamment euh, comment les entreprises forment-elles, ce qui va être le sujet d'aujourd'hui. Donc moi je suis Bernard Barbier, membre du bureau de la FREF, et je suis avec Élodie Salin, que vous voyez. Nous allons tous les deux nous activer pour cette disputation. Élodie va jouer un rôle un peu plus back-office, donc elle surveillera les conversations, le chat, bien évidemment, les entrées, enfin, tout ce qui va être technique aussi. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, si vous avez des questions qui vous viennent et que vous ne pouvez pas ou voulez pas les poser directement, vous pourrez les mettre dans la conversation. Élodie pourra récupérer vos questions et les poser justement à notre intervenante. Je te laisse faire les entrées, Élodie, si tu peux. Je ne sais pas comment il a reconnu, en fait. Voilà, donc comment les entreprises forment-elles notre sujet du jour, et notre sujet est basé sur les résultats de l'enquête, qui est une enquête qui s'appelle EFE, qui est enquête sur la formation et les employeurs, ou Ah, enquête formation ça y est. employeur précisément, qui est pilotée, réalisée par le CEREC avec l'ADARES et avec France Compétences. Donc, pour cette présentation, nous avons demandé à celle qui pilote, hein, qui est la directrice de projet, qui est Agnès Checaglini, du CEREC, qui est au centre associé de Caen d'ailleurs, qui va se présenter plus complètement tout de suite après, de nous présenter les résultats de cette enquête, de ce que ça nous dit, et de répondre aussi à des questions que vous pouvez vous poser par rapport à ce sujet ô combien intéressant de comment les entreprises forment-elles sur ces dernières années, hein, 2020, 21, 22. Pour cette disputation, nous allons faire une première partie, et Agnès fera une première partie qui sera comment sont construites ces données, parce que c'est important de cadrer, bien entendu, méthodologiquement toute enquête. Ensuite, de pouvoir rentrer dans les résultats et de ce que ça nous dit. Et puis, on fera bien entendu une troisième partie. Donc, les deux premières, c'est 40-45 minutes. Et puis, une dernière partie d'une vingtaine de minutes où on se garde pour des questions, pour un débat, pour un échange sur ce qui aura pu être dit et vos interrogations à partir de là. OK? Voilà, donc on devrait pouvoir terminer entre midi et quart, midi 30 au grand maximum, si on respecte notre temps, et on fera en sorte de respecter le temps, et je pense que Élodie sera là aussi pour ça. Voilà, ok, et puis à la fin, on vous parlera de la prochaine, du 23 juin prochain, puisqu'il y aura une prochaine disputation aux Compagnons du Devoir avec France Travail, le 23 juin prochain. Voilà. Donc, on démarre. Agnès, je vous laisse commencer, vous Merci beaucoup. présenter et lancer. Et n'hésitez pas à lancer votre document de présentation, bien évidemment, en partage pour tout le monde après. Merci beaucoup. Je suis Agnès Checaglini. Je suis chargée d'études au CEREC et au centre associé de Caen. Alors, je ne suis pas responsable de l'ensemble du dispositif EFE, mais j'étais responsable du volet français de l'enquête européenne. Euh, et je vais vous présenter tout de suite cette enquête. Comme l'a dit Bernard, alors ça n'a pas marché le partage d'écran, ça a sauté, il semblerait.
Ça y est. Ça y est, ça remarche. Et excusez-moi, tout petit temps de manipulation. Voilà, normalement, ça doit être bien pour vous. Donc, je vais effectivement vous présenter le dispositif, puis après, j'articulerai en trois temps la présentation des résultats. D'abord, les efforts de formation des entreprises françaises, en mettant quelques éléments pour avoir des points de repère dans le temps, pour avoir des évolutions. De la même façon, des évolutions sur les pratiques de formation des entreprises françaises. Et puis, enfin, on pourra avoir quelques éléments sur les politiques et les stratégies de formation des entreprises. Alors, tout ça prend appui sur un dispositif qui est piloté, enfin, conçu, piloté et géré à la fois par le CEREC, par la DARES et par France Compétences, et financé par tout le monde aussi. Donc, l'enquête formation employeur, EFE, c'est une enquête annuelle qui est produite donc conjointement par les trois partenaires et qui vise au départ à suivre les dépenses et les pratiques de formation des entreprises. En 2021, EFE, je vous dirai après les différences entre EFE et EFEA, mais tout appartenant à EFE. EFE, c'est la première interrogation du dispositif, c'est l'année de référence 2020. Et donc, c'est ce nouveau dispositif qui est un dispositif français, mais annualisé, mais qui constitue aussi et qui prend sa source et puis appuie sur un dispositif plus ancien, qui est un dispositif européen qui s'appelle CVTS, Continuing Vocational Training Survey, qui était à sa 6e édition. Les premières éditions de CVTS ont eu lieu dans les années 90, au début des années 90. Ça a lieu tous les 5 ans. Donc, c'est une enquête qui est pilotée par Eurostat et qui est régie par un règlement européen, c'est-à-dire que l'ensemble des pays ont obligation de réaliser l'enquête et de fournir des données à Eurostat. Alors, juste ce petit schéma qui paraît complexe, mais juste pour vous dire EFE, EFEA, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, l'ensemble du dispositif, c'est l'enquête formation employeur. Et donc, c'est un dispositif annuel, mais chaque année, on ne pose pas les mêmes questions, on ne fait pas et ce n'est pas tout à fait le même dispositif. Donc, tous les 5 ans, il y a une grosse enquête qui correspond en fait à l'enquête européenne. Donc, la première, c'était donc en 2021 portant sur l'année 2020 et la prochaine se fera en 2026 portant sur 2025. Et donc, le dispositif français qui est venu qui prend appui sur cela et est venu s'insérer, c'est chaque année avoir une interrogation sur notamment des données conjoncturelles, à la fois sur les dépenses, sur les heures, sur les formés, et puis avec le choix, les partenaires ont fait le choix d'avoir chaque année un petit module, un petit focus sur une question en particulier qui peut être en lien avec la formation. Alors, la première année, 2020, il n'y avait pas de focus, enfin, il n'y avait pas de focus. Je pourrais revenir, il y a eu un focus Covid, on a mis quelques questions Covid. Mais donc, le premier module français, donc, en 2022, portant sur 2021, portait sur l'alternance. Il y a eu quelques questions supplémentaires sur l'alternance. Pour EFE, 2022, on avait un module sur les relations avec les organismes de formation et l'enquête qui est actuellement en cours, c'est-à-dire l'enquête portant sur l'année 2023 et donc qui est actuellement sur le terrain, les entreprises sont en train d'être interrogées. Il y a un petit module sur le recrutement, les liens entre formation et recrutement. Donc, comme vous voyez sur le schéma, le dispositif est rythmé à la fois tous les ans et tous les 5 ans par une interrogation. Donc, il y a à la fois toute une base de variables européennes qui sont
alors qui ont l'avantage et le désavantage d'être européennes, c'est-à-dire l'avantage, c'est qu'elles sont uniformisées pour l'ensemble des pays d'Europe et ça donne donc des comparaisons possibles à la fois avec les autres pays, mais aussi des comparaisons dans le temps avec les autres éditions de l'enquête, sachant que ceci est régi par un manuel européen qui donne l'ensemble des définitions, des consignes, des formats de variables, enfin bref, il y a des règles de contrôle, enfin, c'est assez réglementé et strict, ce qui assure une qualité de données, hein, c'est une enquête de qualité. Alors, donc les résultats que je vais vous présenter, c'est donc la dernière édition disponible, donc édition portant sur l'année 2020. Ça ne vous échappera pas que l'année 2020 était une année un petit peu particulière pour tout le monde, mais en particulier pour l'activité des entreprises, qu'on s'est posé, alors en France, mais aussi dans les autres pays, beaucoup de questions sur la réalisation de cette enquête et l'opportunité de réaliser une enquête en 2020, en ayant peur de ne mesurer que des effets conjoncturels liés à la crise sanitaire et non pas, alors que c'est une enquête qui est faite pour avoir des données structurelles et des évolutions structurelles des comportements des entreprises vis-à-vis de la formation. Pour vous raconter la petite histoire, où dès 2020, quand tout commençait à se mettre en place, on a commencé à alerter, enfin même 2021, on a commencé à alerter Eurostat et sur les... Alors en fait, il y a donc les 27 pays de l'Union, mais il y a 31 pays qui réalisent CVTS. Sur les 31 pays, on était 29 à demander le report de l'enquête. Et Eurostat, après moult tergiversations, plus de 6 mois de tergiversation pour France, ce qui n'est pas pratique pour organiser une enquête, nous a finalement dit que non, il fallait faire l'enquête, qu'il n'allait pas être possible de la reporter, que c'était trop compliqué de faire repasser un texte au Parlement et de modifier le règlement européen, et que donc on était tous dans l'obligation de réaliser l'enquête comme si de rien n'était. Alors, comme si de rien n'était, pas tout à fait, puisque le pendant a été l'acceptation d'introduire quelques données, alors quelques données non obligatoires, c'est-à-dire que tous les pays ne les ont pas introduites, et en France, on en a même introduit un peu plus que ce qu'on avait imaginé au départ, c'est-à-dire quelques questions sur le Covid en particulier et les circonstances particulières au regard de la formation. Alors, au-delà de cet aspect tout à fait conjoncturel de 2020, l'objectif principal de l'enquête, c'est donc bien de fournir des données sur le financement de la formation continue et les politiques de financement. Donc, c'est une enquête assez lourde et complète, hein, parce qu'on détaille tous les postes de financement. En France, les données étaient précédemment, enfin, c'était les mêmes données, hein, CVTS et les données qui étaient issues de l'alias fiscal, enfin du CERFA, des déclarations fiscales 2483, dans lesquelles les entreprises rendaient compte de leurs dépenses annuelles de formation vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc ça, depuis 2014 et depuis la fin de l'obligation, on n'avait plus de source en fait en France sur les données, enfin on n'avait que la source quinquennale de CVTS pour connaître les dépenses de formation des entreprises. Donc, en fait, le dispositif EFE, il répond à la fois à une demande sociale et une demande institutionnelle, c'est-à-dire des partenaires sociaux, des différents ministères aussi, et donc il reprend les différents volets de l'enquête CVTS, tout en élargissant le champ, j'y reviendrai, et puis donc en augmentant l'interrogation, avec donc des interrogations tous les ans, donc c'est de façon un peu technique, on va dire que c'est une enquête panélisée avec 1/5 de l'échantillon qui est renouvelé chaque année. Et donc, on espère avoir une bonne, enfin, on n'espère pas, on a une bonne qualité de l'information produite. Le taux de réponse à l'enquête qui s'est avéré plutôt élevé.
Donc, c'est une enquête de la statistique publique, obligatoire pour les entreprises, hein. Et il s'est plutôt accru dans le temps. Donc, en 2020, on était à 48% de réponses et en 2021, on était à 55% de réponses. Donc, on a un échantillon allez, à la louche autour de 30 000 entreprises qui nous fait à peu près 15 000 réponses exploitables. Et donc, les résultats sont basés sur ces 15 000 réponses pondérées, bien évidemment. Donc, la comitologie, les concertations françaises, juste pour 2 mots. Donc, coordination CEREC, DARES, France Compétences, un comité de pilotage. Donc, on a le CEREC, la DARES, la France Compétences, l'INSEE, la DGEFP, l'ADEPE. Et on a eu des concertations avec l'ensemble des partenaires sociaux, par le biais notamment de la commission d'évaluation de France Compétences. Et puis, on a aussi eu des concertations sur le questionnaire avec différents représentants et différents temps d'échange. Donc, c'est une enquête de la statistique publique avec une publication du visa et de l'enquête au journal officiel et avec présentation des dossiers, des non-répondants pour les plus grosses entreprises, parce que les petites ne sont pas poursuivies, avec un comité du contentieux pour essayer d'avoir l'ensemble des réponses nécessaires à une bonne qualité des données. Alors, le champ de l'enquête européenne, c'est l'ensemble des entreprises du secteur privé de 10 salariés et plus, à l'exception de quelques secteurs, donc agriculture, administration publique, enseignement et santé. Et l'extension française et le volet français, le champ est élargi à l'ensemble des entreprises à partir de 1 salarié. Et on a fait le choix aussi d'avoir l'ensemble des champs couverts par le champ des OPCO. Tout ça pour répondre aux besoins de France Compétences, notamment, qui a introduit dans le questionnaire un certain nombre de questions sur les services des OPCO rendus aux entreprises, de façon à pouvoir donner des éléments d'évaluation au service des OPCO. Voilà, juste en quelques mots, un peu plus que quelques mots, le dispositif qui est lourd, mais qui est aussi solide, on va dire. Voilà. Alors, Eguino dit quoi? Puisqu'en fait, c'est ça le plus intéressant et le plus important. Qu'est-ce que tout ça nous dit maintenant qu'on a dit qu'on pouvait le dire et qu'on le dit avec voilà, des choses qui sont vérifiées et solides? En fait, en 2020, on pouvait s'attendre à une baisse de la formation. Comme il y a eu une baisse d'activité des entreprises, on s'attendait tous à une relève. Il y avait un risque que les entreprises ne forment plus ou forment beaucoup moins en 2020. Ça n'a pas été le cas. Pour résumer les quelques premières diapos que je vais vous passer, on peut dire que les entreprises ont continué à faire des efforts de formation, mais qu'elles ont formé différemment. Donc, si on prend un petit peu de recul, on regarde à la fois en France, mais aussi, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans les pays proches. En fait, la France, depuis 2005, là, sur la diapo, mais presque plus longtemps, a une forme de stabilité vis-à-vis de ces indicateurs de formation et de ces efforts. Les entreprises ont des efforts de formation qui sont relativement stables, on va dire à peu près depuis les années 90. On a l'impression que la loi de 71, elle a fait ses effets jusque-là, et qu'après, il y avait une sorte, je ne sais pas si on peut parler de plafond de verre ou de saut, enfin, les entreprises avaient développé leur politique de formation. Si on regarde l'accès à la formation en Europe, en revanche, on voit que dans l'ensemble, sur les cartes que l'on voit là, les couleurs se foncent. Donc les couleurs se foncent, ça veut dire que les taux d'accès à la formation des salariés deviennent de plus en plus importants. Mais par contre, les couleurs de la France restent relativement stables, hein. Et si on regarde la moyenne européenne et la moyenne française, on voit bien cette stabilité française. La France était dès le départ dans des pays particulièrement formateurs. Elle le reste aujourd'hui, mais les autres pays aussi ont rattrapé leur retard. Donc, les cours
Les taux d'accès au cours et stage, comme on vient de le voir, donc en France, ils sont d'une stabilité, voilà, on est à un petit peu moins d'un salarié sur deux qui a accès à des cours et stages pour se former. Donc en 2020, on était à 47%, ce qui était bon, très proche de ce qui avait été observé précédemment, enfin 5 ans auparavant, en 2015. Et alors en 2021, on a observé une petite augmentation qui peut aussi s'expliquer par un rattrapage des formations qui étaient prévues en 2020 qui n'ont pas pu avoir lieu et qui ont eu lieu en 2021. Donc en 2021, on était à 52% de part de salariés formés par des cours et stages en France, dans les entreprises françaises de plus de 10. Là, je parle sur le champ de plus de 10. Donc, voilà, une certaine stabilité. Après, je pense que je vous apprendrai rien, ce n'est pas un scoop. Les taux d'accès, le nombre d'heures sont fortement sensibles à la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est grande, plus les taux d'accès sont importants. Mais en revanche, c'est l'effet ciseau du graphique, dans les petites entreprises, on forme moins, mais les salariés qui sont formés sur des durées beaucoup plus longues. Donc ça, c'est relativement stable aussi. Donc en 2020, donc, on était à un petit peu plus de 10 heures de formation et en 2021, une petite augmentation avec 13 heures de formation en moyenne. Enfin, non pas en moyenne, c'est en moyenne par salarié. On a la même... c'est pas une particularité française que les taux d'accès au cours et stage soient plus importants dans les grandes entreprises que dans les petites. Hein. On a exactement le même phénomène au niveau européen. Et donc, si on regarde les progressions entre 2005 et 2020, on voit que c'est principalement dans les petites entreprises. Alors, en Europe, il y a une augmentation, contrairement à la France, hein, qui est stable. En Europe, on a une progression des taux d'accès, et notamment dans les petites entreprises, qui a été légèrement freinée en 2020, mais pas tant que ça, au vu des circonstances, on dira. Alors, derniers éléments de contexte et de quelques grands facteurs. Les raisons de non-formation, c'est-à-dire on a demandé aux entreprises non formatrices pourquoi elles n'avaient pas formé en 2020. Alors évidemment, en 2020, il y avait une modalité supplémentaire qui était crise sanitaire qui n'était pas présente en 2015, hein, qui est évoquée par à peu près une entreprise sur deux. Hein. Pourquoi est-ce que les entreprises n'ont pas formé pour une entreprise sur deux? C'est parce que c'était un contexte de crise qui n'était pas favorable, notamment parce que les formations, les stages étaient impossibles. Il y a eu une forte part de formations annulées, donc pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons de santé, pour des problèmes de garde d'enfants, etc. Enfin, tout un package de raisons liées à la crise sanitaire. Après, plus généralement, et si on s'extirpe de ce contexte, les entreprises, en fait, déclarent la plupart du temps que si elles ne forment pas, c'est que le niveau de formation de ces salariés est approprié à leurs besoins et qu'elles n'ont pas besoin de former leurs salariés. Un des motifs aussi qui est souvent mis en avant, qui l'était moins en 2020, mais qui reste quand même un motif important, c'est une charge de travail trop lourde et le personnel qui manque de temps. Et puis, voilà, on peut juste dire que une des raisons qui est aussi souvent avancée, c'est que la stratégie privilégiée de l'entreprise, c'est de recruter les personnes avec les qualifications
adéquates et pas avoir besoin de les former de suite, ce qu'on va pouvoir un peu vérifier avec le module qui est aujourd'hui sur le terrain, là où justement on pose la question aux entreprises de savoir quand elles recrutent quelqu'un, si elles le forment à son arrivée, après, enfin, la concomitance entre l'arrivée d'une personne dans une entreprise et la formation. Donc ça, c'était un tableau, on va dire, un peu général de l'effort de formation des entreprises. Donc on a bien vu que l'effort en 2020, il s'est, on va dire, globalement maintenu. Mais ce que je vous disais en début, ce qu'on a observé et ce qui nous semble important de souligner et peut-être qui peut nous amener à nous interroger plus, c'est sur les pratiques de formation des entreprises et l'évolution des pratiques de formation. Au-delà de former leurs salariés, comment est-ce qu'elles les forment? Alors, dans l'enquête européenne et donc dans l'enquête française aussi et dans EFE, on distingue deux grands types de formations. Les formations en cours et stage, qui est la formation classique, je dirais, qui est historiquement le mode de formation qui était particulièrement privilégié par les entreprises françaises. Ceci s'explique aussi par un cadre juridique et fiscal aussi, hein, puisque dans les 24-83, ce qui était éligible aux dépenses de formation, c'était principalement les cours et stages. Donc, c'est aussi, ça s'assoit sur une base institutionnelle, on va dire. Mais on prend aussi en compte dans l'enquête ce qu'on appelle les autres formes de formation. Alors, les autres formes de formation, elles se déclinent dans différents types. Le plus grand, enfin, la catégorie la plus large, c'est tout ce qui concerne les formations en situation de travail. Mais dans les autres formes de formation, on a aussi les rotations sur poste, les formations en séminaire, conférences, etc., l'auto-formation. Il faut, pour être considéré comme formation et être décompté dans l'enquête, qu'il y ait eu un temps de formation dégagé, que la formation ait été prévue et qu'elle soit encadrée. C'est-à-dire, même si c'est une auto-formation, il faut que le salarié ait déclaré qu'il s'auto-formait à une connexion avec un site, par exemple, et qu'il se formait sur une période clairement définie. Donc, si on regarde ces différents types de formation, donc on peut considérer qu'une entreprise est formatrice, quel que soit le type de formation de ses salariés, les modalités de formation. Donc, ce sont les colonnes les plus foncées. Là. Donc, on voit qu'on a eu jusqu'en 2015 plutôt encore la France était vraiment parmi les pays les plus formateurs, hein, mais donc on a eu une légère augmentation, on était à presque 8 entreprises sur 10 qui étaient formatrices. Alors pour être qualifié d'entreprise formatrice, il faut donc qu'il y ait eu au moins un salarié de formé dans l'année de référence. On voit que c'est relativement stable, ce que je disais, en 2020. En revanche, et c'est là que c'est intéressant et qu'on peut vraiment parler d'une évolution, jusqu'ici, et j'y reviendrai après, c'était vraiment une spécificité française d'être concentré sur des formations en cours et stage. Avec voilà, 71% des entreprises, 75% des entreprises qui avaient recours à des formations avec des cours et stages. En 2020, ce nombre a un petit peu fléchi, la part d'entreprises ayant recours à des cours et stages a un peu fléchi compte tenu du contexte. Si on prend... non, je ne vous ai pas sorti, donc je n'ai rien dit. Mais par contre, ce qui change, ce qui est important de souligner, c'est que la France était un peu à la traîne par rapport à d'autres pays européens comme l'Allemagne, par exemple, ou d'autres, on y reviendra, mais elle se démarquait par une prédominance des cours et stages et une faiblesse des autres formes de formation.
enfin une faiblesse du recours des entreprises à d'autres formes de formation. Or, en 2020, les entreprises se sont adaptées à la situation et on a vu les autres formes de formation augmenter de façon conséquente, puisque en 2015, on avait à peu près une entreprise sur deux qui avait recours à d'autres formes de formation, et en 2020, on voit qu'on a 61% des entreprises qui ont recours à d'autres formes de formation pour former leurs salariés. Donc ça, c'est spécifiquement français, parce que si on regarde le même schéma avec les indicateurs qui correspondent à la moyenne européenne, on n'a pas du tout, enfin, on a des taux d'entreprises formatrices, voilà, qui sont ici, qui augmentent progressivement, stagnent un tout petit peu, un tout petit retrait en 2020. On voit que les cours et stages, par contre, dans le reste de l'Europe, n'ont pas tant fléchi que ça, et les autres formes de formation ont augmenté un petit peu, mais ce n'est pas du tout dans les mêmes proportions. On était à 56, on est 57, enfin, on a quasiment une stabilité, ce qui n'est pas du tout le cas de la France. Donc la France se démarque bien des autres pays sur ces changements de pratique. Donc ça, ce sont l'évolution de la part d'entreprises formatrices avec des cours et stages. Donc on voit que la France, en 2005, était beaucoup plus foncée que les autres pays, donc on va dire beaucoup plus pratiquante de ce type de modalité que les autres pays, et elle est restée à peu près stable, alors que l'on voit qu'autour d'elle, ça s'est foncé progressivement. Et qu'à l'inverse, pour les autres formes de formation, ben, la France était un peu palote, on va dire, en 2005. Elle est restée palote jusqu'en 2015. Et que donc, soudainement, elle s'est mise à proposer d'autres modalités de formation enfin, les entreprises françaises se sont mises à proposer d'autres modalités de formation à leurs salariés en 2020. Donc, vraiment des changements de pratique. Et ça, on peut dire, quelle que soit la taille en Europe, mais aussi en France. Donc, quelle que soit la taille, les entreprises ont diversifié leurs pratiques de formation depuis 2005. Et donc, aujourd'hui, donc en 2020, pour former leurs salariés, plus d'une petite entreprise sur deux a recours à d'autres formes de formation que les cours et stages. Alors là, on a détaillé un petit peu les types de formation, ce qu'on appelle les autres types de formation. Donc, les formations en situation de travail, les rotations sur poste, les conférences, séminaires, foires, etc., les cercles d'apprentissage ou de qualité, les échanges de pratiques et l'auto-formation, y compris en ligne. Donc, ça, c'est la moyenne européenne. Hein, donc, on voit donc les formations en situation de travail qui ont particulièrement progressé. Alors, pas seulement en 2020, hein, c'était une tendance globale. Bon, en 2020, assez logiquement, on a eu par rapport à 2005 les conférences, séminaires, foires qui ont un peu chuté. Mais, et assez logiquement, ce qu'on a vu, c'est l'auto-formation, y compris en ligne, qui a fortement progressé en 2020. Alors, j'avais ressorti le chiffre, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. Si, voilà. Si on prend même les cours et stages, en fait, on voit que, et les formations à distance, on voit que en 2020, alors là, c'est un chiffre français que je vous avais ressorti. Pardon. En 2015, on avait 16% des entreprises qui avaient recours à des formations à distance. En 2020, c'est 1 sur 2. C'est logique, hein, mais voilà, c'est quand même bien de le mesurer et de l'observer avec des chiffres. Donc, si on prend, donc tout à l'heure, on regardait les autres formes de formation. Là, si on se centre plus
spécifiquement pardon, sur les formations en situation de travail. Alors, la formation en situation de travail, telle que je vous la présente ici et qui correspond à la définition européenne, est un petit peu plus large que ce qu'on appelle les AFEST dans le dispositif de la loi de 2018, mais bon, il est compris dedans. Donc là, c'est le même phénomène que ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Donc on voit que la France était tout petit peu au-dessus de la moyenne européenne en 2005, mais elle s'est rapidement fait dépasser, c'est-à-dire qu'en 2015, elle était très en dessous de la moyenne européenne, que l'ensemble des entreprises européennes étaient 4 sur 10 à utiliser la formation en situation de travail. Les entreprises françaises, c'était 23%. Et donc là, bon, on n'était pas dans la moyenne européenne, on voit quand même ce saut important, on est presque à 40% des entreprises qui ont eu recours à des formations en situation de travail. Alors, on s'est dit, oh ben, formidable, je ne sais pas si c'est le terme, mais enfin, il y a un vrai changement, il y a une révolution, il y a quelque chose qui se passe, les entreprises commencent à former différemment. Alors déjà, elles ont su s'adapter aux circonstances particulières, puisque c'est une forme de réactivité. Je viendrai après avec quelques autres chiffres, mais en fait, je vais tout de suite couper court à toute spéculation. En 2021, on est revenu à 24,5% des entreprises qui forment en situation de travail en France. Donc, on a gagné un point par rapport à 2015. Donc, retour au basique. Néanmoins, ce qu'on peut dire de tout ça, alors, ce qu'on peut dire de tout ça, c'est qu'en fait, ce qu'on a surtout observé en croisant et en allant chercher d'autres indicateurs dans l'enquête, c'est que les entreprises qui ont eu une activité, soit un regain d'activité ou une réorganisation de leur activité en 2020, à la louche, je n'ai plus le chiffre, mais je crois que c'est autour de 15% des entreprises qui ont déclaré voilà, soit des changements d'activité ou des surcroît d'activité en 2020. Ces entreprises-là, elles ont plus que les autres formé et encore plus que les autres eu recours à des formations, alors à la fois des formations en situation de travail, mais aussi des formations par rotation sur poste, c'est-à-dire qu'elles ont su s'adapter aux besoins et à la demande, alors que les cours et stages n'étaient pas possibles. Et donc, les besoins de formation ont quand même été satisfaits. Enfin, je ne sais pas s'ils ont été pleinement satisfaits, mais en tout cas, ils ont pu être en partie comblés par des formations par le travail. Et avec aussi une concentration de ces entreprises qui avaient un développement de l'activité vraiment sur une formation sur des compétences métiers. Ils se sont recentrés avec des modalités effectivement particulières, mais vraiment sur des formations qui correspondaient aux besoins de l'activité. Ça, c'est sans surprise. On a vu une hausse constante depuis 2005 des auto-formations. Bon, je pense que c'est lié aussi au développement des formations en ligne. Hein. Je pense qu'on pourrait mettre les choses en parallèle. Et avec, voilà, on va dire tous les pays qui deviennent de plus en plus foncés au cours du temps. Et la France, comme les autres. La France était, oui, elle est un petit peu en dessous de la moyenne européenne sur l'utilisation des auto-formations pour former ses salariés. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'on pouvait dire des pratiques de formation et des changements dans les pratiques de formation. Donc, un déplacement vers d'autres modalités, une adaptation et vraiment se recentrer sur des compétences essentielles à l'activité. Mais il semble quand même que le modèle traditionnel français de la formation par les cours et stages soit loin d'être mort et revienne quand même en force dès 2021 et reste un mode de formation privilégié pour les entreprises françaises. Alors,
quelques mots sur les politiques et les stratégies de formation des entreprises françaises. En fait, on a été regarder une batterie d'indicateurs sur la façon dont, sur des éléments de politique de formation. Et ce qui est apparu, c'est que si on mettait en regard, non pas indicateur par indicateur, mais qu'on faisait bien un regroupement, ce que je vais vous proposer ensuite, d'un certain nombre d'indicateurs, il nous a semblé que ça révélait un type de comportement très particulier, particulier des entreprises françaises au regard des autres entreprises européennes. Je m'explique. En fait, on peut prendre différents indicateurs que vous voyez ici, des indicateurs sur la planification de la formation dans l'entreprise, qu'on peut aborder par soi, alors la présence d'un plan, d'un service avec un responsable de formation, et puis aussi la planification par l'évolution des besoins en formation. Donc ça, c'est un premier type d'indicateur. Si on le regroupe aussi avec d'autres indicateurs sur la façon dont les entreprises répondent aux besoins en compétences qu'elles ont pu identifier. Donc, si elles y répondent plutôt en formant le personnel, en réorganisant en interne, ou en recrutant des personnes qui ont la formation spécifique. Ça donne aussi d'autres types d'indices. Sur les compétences qui sont privilégiées dans le développement des compétences, notamment les formations techniques et spécifiques à un métier. Et le quatrième volet de cette batterie d'indicateurs pour caractériser la politique de formation des entreprises, c'est tout ce qui touche à l'évaluation de la formation continue. Puisqu'en fait, une entreprise, à partir du moment où elle investit dans la formation des salariés, elle a tout intérêt à évaluer cet investissement et voir effectivement si, ce que ça lui apporte en retour. Donc, il y a 4 indicateurs qui sont mobilisables dans l'enquête. On demande aux entreprises si elles évaluent les retours, la formation de leurs salariés, et donc si au retour, elle évalue la satisfaction de ses salariés, si elle évalue l'acquisition des compétences qui étaient visées, si elle évalue la performance des salariés formés, et plus globalement, si elle évalue la performance de l'entreprise plus globalement. Donc, si on prend l'ensemble de ces indicateurs, donc c'est ce que vous voyez dans le cercle du radar, là. Vous avez la valeur des indicateurs pour les entreprises françaises qui sont symbolisés en jaune ici. Et pour l'Union européenne, c'est le trait en bleu foncé que vous avez là. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est pas seulement sur un indicateur ou un autre indicateur, mais sur tous les indicateurs que je viens de vous lister. Les entreprises françaises sont très au-dessus de la moyenne européenne. Et si on compare un peu à d'autres pays, alors on peut comparer à d'autres pays, à la fois d'autres pays proches, par exemple l'Allemagne qui est en vert ici. Alors sur certains indicateurs, l'Allemagne et l'Italie, on est aussi dans des choses tout à fait proches. Lors de la précédente édition de l'enquête, on avait trouvé, alors même si le contexte institutionnel est très différent, on avait beaucoup de proximité dans le comportement des entreprises françaises et des entreprises finlandaises. Il y a eu des rapportés, vous pouvez regarder sur le site du CEREC le bref qui était paru sur les comparaisons sur l'année, sur 2015. Et vraiment, on était très proche de la Finlande. Donc là, on voit que la Finlande est ici en pointillé. Elle a effectivement, pour un certain nombre d'aspects, des comportements proches des entreprises françaises. Et puis, si on regarde un pays comme le Danemark, on a pris le Danemark, mais on aurait pu prendre d'autres pays scandinaves qui sont souvent utilisés comme des modèles pour la formation en entreprise. On voit que donc là, c'est le trait bleu ici, qui n'est pas toujours distinct parce qu'il se confond parfois aux autres, mais les entreprises françaises, pour l'ensemble des indicateurs, sont très au-dessus
des entreprises elles-mêmes. Donc, en fait, c'est cette accumulation d'écarts significatifs entre les entreprises, le comportement des entreprises françaises, la politique de formation qui est développée dans les entreprises françaises et la politique de formation que l'on voit, on observe dans les autres pays européens, qui nous amène à nous interroger et à dire que les entreprises françaises, elles ont intégré la formation de leurs salariés dans les stratégies RH et économiques de l'entreprise et que la formation, elle est vraiment intégrée comme un outil de développement de l'activité des entreprises. Ainsi, on le voit avec la formation du personnel en place, la mise en place d'une planification de la formation continue, une évaluation des effets de la formation et un recentrage sur des métiers techniques spécifiques aux métiers dans les formations dispensées. Alors, 2 mots pour terminer. Donc, on me coupe la parole pour me dire que j'ai dépassé le temps. Juste quelques mots sur les politiques d'entreprise vis-à-vis de l'accueil des apprentis et donc les pratiques des entreprises pour ce qui est de la formation initiale. J'avais des chiffres que je retrouve. Donc, une des caractéristiques marquantes aussi donc, de 2020, c'est, si on regarde dans le temps, alors en 2005, la France avait des taux d'accueil d'apprentis qui étaient à 37%. Puis après, il y a eu une baisse en 2010, 2015, où on voit que, c'est quelque chose de très connu, hein, mais si on regarde par rapport à l'Allemagne, on voit bien qu'on était très en dessous. Mais par exemple, des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie ont progressé aussi. Et donc, une des grandes différences, c'est que en 2015, le taux d'entreprises qui accueillent des apprentis a progressé de façon nette, puisqu'on a presque une entreprise sur deux qui, en 2020, accueillait des apprentis, alors qu'en moyenne européenne, on est plutôt à une entreprise sur 3. Alors, les entreprises françaises qui nous ont marqué aussi, elles se démarquent particulièrement par leur motivation pour l'accueil des apprentis. Alors, je vais sortir un petit tableau. Puisque, en fait, il y a une forme on va dire, de forme d'opportunisme dans leur pratique, dans un contexte, on le connaît, hein, avec des mesures incitatives en faveur de l'accueil des apprentis en France. Et si en Europe, on a presque 90% des entreprises qui déclarent accueillir des apprentis pour les former à des qualifications qui correspondent à leurs besoins et qui sont vraiment dans un effort de montée en compétences des jeunes. Les entreprises françaises le déclarent aussi, hein, à 85%, donc un tout petit peu moins que les entreprises européennes, mais elles sont quand même dans cette dynamique. Les petites entreprises, d'ailleurs, ne se démarquant pas des grandes en la matière. Mais ce qui est plus intéressant de noter, c'est qu'on a à peu près une entreprise sur deux en Europe, 52%, qui déclare utiliser les capacités productives des apprentis tout en leur permettant de se former, mais qui utilisent les capacités de production de leurs apprentis dans les raisons de l'accueil. Et en France, c'est beaucoup plus important et c'est là où la différence se fait de façon plus notable, puisqu'on a 71% des entreprises, donc 7 entreprises sur 10, qui déclarent accueillir des apprentis afin d'utiliser leurs capacités productives. Donc, c'est une forme d'opportunisme. Donc,
Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, ce que je vous ai présenté là, ça permet d'avoir non seulement quelques éléments français dans le temps, mais aussi de regarder ce qui se passe dans les pays proches. Euh, ça éclaire que ça éclaire certaines spécificités françaises et ça permet aussi de mieux comprendre la façon dont la formation est intégrée dans une stratégie globale de l'entreprise, son imbrication en fait avec les politiques et les pratiques de gestion des ressources humaines, des types de besoins en compétences que les entreprises identifient, les compétences ciblées par la formation et l'évaluation des effets de ces formations. Donc, les pratiques de formation des entreprises se distinguent par l'accumulation d'un certain nombre de valeurs. Ce qu'on peut dire aussi, c'est donc elles ont su s'adapter. On peut dire qu'il y a une forme d'agilité. Elles ont su s'adapter au changement, mais elles ont su s'adapter aussi aux aides, au contexte. Et tout ce que je vous ai dit là, vous le retrouvez sur le site du CEREC, donc www.cerec.fr. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu depuis quelques jours, il y a un nouveau site du CEREC dans lequel il y a une nouvelle rubrique qui est la data visualisation, dans laquelle vous pouvez retrouver beaucoup des résultats que je vous ai mis sous forme de tableaux et de graphiques. Vous allez dans formation continue, donc vous avez la data visualisation à la fois qui présente les enquêtes sur l'insertion des jeunes et sur la formation continue des entreprises, avec aussi quelques comparaisons européennes. Et puis, vous pouvez vous référer aux deux brefs qui ont été écrits sur les résultats du dispositif EFE, à la fois comment les entreprises ont-elles formé en 2020, et puis le dernier sur la formation professionnelle en entreprise, la France se distingue des voisins européens. Merci beaucoup pour votre Merci. attention. Et puis, Merci beaucoup, Agnès. Merci voilà. beaucoup, Agnès. C'était très, très intéressant, bien évidemment. Sur la chaîne YouTube de la FREF sera disponible bien sûr un replay, on vous en reparlera. Et puis le PPT sera disponible aussi pour être téléchargé possiblement, Oui, je pourrais Agnès, envoyer. hein? Oui, je pourrais le faire. Voilà. En plus des différentes versions qu'il y a eu des résultats de l'EFE, que ça soit la version du CEREC, mais aussi une version de la DARES et de France Compétences qui ont fait aussi leur forme de retour des Alors, résultats. ce sont les mêmes versions, hein. C'est les mêmes versions, d'accord. C'est Elles sont exactement les mêmes chartées versions. En différemment fait, on a simplement. écrit ensemble un texte qui a été validé par les 3 directions des 3 institutions. Et Voilà, après, chaque institution a maquetté ce même texte voilà, selon d'accord. les normes en vigueur par chaque institution. Mais à la virgule près, ce qui n'a pas été simple, c'est exactement le même texte. Super. C'est vrai qu'avec l'OREF, on avait l'habitude aussi d'être obligé de varier des fois des formes. Euh, En fait, c'était euh, plus simple que d'avoir une publication commune avec les trois institutions, chacun bien ayant sûr, besoin de exactement. son format particulier. Exactement. De toute façon, ce sont des brefs téléchargeables gratuitement à partir du site du CEREC. Très très bien. Elodie, j'ai vu passer pas mal de commentaires ou peut-être des questions qui pourraient se traduire, posées à Agnès. Il y en avait une au tout début. Combien d'entreprises ça représente? Parce que ça veut dire qu'avec 30 000, 55% de réponses et un peu plus de 15 000 répondants, ce qui est assez représentatif en plus par secteur d'activité, hein, dans la construction, mais aussi ça représente bien l'ensemble des entreprises qui sont ciblées. C'est à peu près, c'est les 5 millions d'entreprises de façon qui sont représentatifs, non? Oui, oui, c'est l'ensemble. Alors, on est bien sur les entreprises et pas sur les établissements, hein. Oui, c'est pour ça. Voilà, c'est bien l'entreprise en tant qu'unité juridique, hein, qui est Oui, représentée. Et donc, voilà. l'établissement principal. Enfin, Ok, l'ensemble des établissements, c'est pas que l'établissement principal, hein, c'est les voilà, salariés de c'est pour ça. l'ensemble. Oui, ok, super. Voilà, et puis j'avais pour démarrer aussi, et là après vous pouvez poser vos questions en direct, ouvrir vos micros et poser vos questions directement si vous le souhaitez, bien évidemment. Et puis Elodie, si tu en as repéré sur le chat qui peuvent donner lieu à des questions, n'hésite pas. Moi j'étais étonné dans les indicateurs des pratiques sur une pratique quand même extrêmement forte en France qui est sur l'évaluation de la formation
contrairement aux autres. C'est quand même assez fort. Donc, c'est un effet culturel, c'est un effet d'injonction institutionnelle, d'obligation dans les stratégies de financement aussi. Et quels effets? Parce qu'il y a beaucoup de discussions sur cette idée de l'évaluation finalement, de la formation, de sa qualité, etc. Je ne vais pas détailler d'autres dispositifs, mais en tout cas, c'est une vraie interrogation. Donc, il y a des raisons. Pas que je sache particulièrement. Après, ça se, enfin, dans beaucoup d'autres pays, je dirais l'évaluation minimale, c'est la satisfaction. Oui, voilà. Voilà, on regarde si le salarié formé a été satisfait de cette Donc, formation. c'est l'effet en situation réelle de travail, quoi. Voilà. Mais il est vrai que... alors, c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'on le fait plus en France qu'ailleurs? C'est une vraie question et à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais voilà, peut-être vous en avez, il aurait peut-être pu avoir vous, des indices. praticien, etc., vous avez plus d'effets de retour avec des choses que vous avez pu observer. Après, c'est bien l'intérêt aussi parfois d'aller sur le terrain, de compléter par des enquêtes qualitatives les stats que l'on peut produire. Et ça peut être voilà, l'objet d'interrogation. Et peut-être voilà, parmi les gens qui sont là, hein, il y a certaines ont peut-être des idées à avancer sur ces réseaux, mais moi, je n'en ai pas. Okay. Je Chacun constate. aura aussi des effets. Les 15 000 entreprises, c'est l'échantillon français ou Oui. européen? Ah, Français, hein? français. On est à 100 Français. 000 à peu près en Europe. 100 000 en Europe, 15 000 en France. OK, À peu super. près à la louche. Merci beaucoup, Mais oui, merci oui, non, beaucoup. c'est un gros dispositif. N'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole pour poser vos questions. Élodie, est-ce qu'il y a des... Non, c'est surtout des rebonds, donc Oui, surtout j'ai vu. n'hésitez pas, hein, il y a eu plusieurs remarques en rebond, notamment sur l'apprentissage, hein, mais aussi des interrogations sur finalement, pourquoi est-ce vraiment là la France est vue comme ayant le palmarès, hein, la palme plutôt sur la formation professionnelle. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer de tels écarts? Je vois qu'il y a Pierrette, hein, Il y a qui Pierrette, demande. oui. Hmm. Ouais. Vas-y, Pierrette. Mets ton micro, ça sera 10 fois mieux. Voilà, ça va mieux avec ça. OK, merci, hein, merci madame pour votre intervention. J'avais une petite question sur la formation perçue comme un outil de développement, hein, par les entreprises, si j'ai bien compris, hein, à travers notamment différents critères, la planification, etc. Donc des critères qui sont très formation pour le coup, hein. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres critères qui seraient visés ou envisageables pour justement se dire aussi la formation participe complètement au développement d'une entreprise? Alors, critères, je ne sais pas, mais observation, oui, c'est ce qu'on a observé là en 2020. Quand on a regardé, on avait des questions qui demandaient aux entreprises si elles avaient eu des pics d'activité, des hausses d'activité, contrairement à Oui, l'ensemble des autres entreprises. Et quand on a isolé ces entreprises particulières qui avaient donc eu plus d'activité, qui avaient eu un regain d'activité ou qui avaient réorienté leur production, euh, vous pouvez imaginer qu'effectivement, la formation allait pouvoir venir en soutien de cette réorientation ou en soutien de l'activité. Et effectivement, on constatait chez ces entreprises-là qu'elles formaient plus fréquemment et plus intensément que les autres entreprises, qui appuie l'idée qu'effectivement la formation est bien en soutien de l'activité de l'entreprise. et ça, on peut le retrouver dans les études? Oui, Oui, c'est ça, c'est ça. dans le premier bref, c'est l'objet d'un petit encadré. D'accord, d'accord. OK, donc là, c'est le lien, quelque chose qui est fait entre un lien, on va dire d'une formation qui est, Après, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, hein, que Mmh, plus on est enfin, plus l'activité économique est importante, plus on forme. Alors évidemment, on pourrait un peu espérer que c'est différent. l'inverse, que dans les périodes de creux, on en profite pour former tout le monde. Mais non. En fait, plus l'activité est élevée, plus on forme.
Ça, vous pouvez le retrouver aussi dans des publications plus anciennes qu'on avait faites aussi. Alors, j'ai plus les Oui. références, mais il y a bien une dizaine d'années maintenant, mais où on avait regardé vraiment sur période longue les dépenses de formation des entreprises qu'on avait corrélées au pays. Et on voit bien qu'il y a un système. D'accord. OK, merci beaucoup. Cyclique. Merci beaucoup. Isabelle Gérard, bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question. Est-ce qu'on a une idée des entreprises qui ont monté leur propre école de formation au sein même de leur entreprise sur la France et au niveau européen? Alors, au niveau européen, non. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'indicateur dans l'enquête qui permettra de le dire. Pour la France, je n'ai pas le résultat, je n'ai pas le chiffre, mais l'indicateur existe dans le module 2021 qui a été fait en 2022. Il faut savoir que les résultats de l'enquête 2021 n'ont pas donné lieu encore à exploitation. Donc voilà, je vous ai donné quelques éléments, mais les données n'ont pas encore été exploitées. Mais oui, il y a cette information-là. Donc on l'aura la prochaine fois. Un peu de patience. On l'aura la prochaine fois. On l'aura dans les prochains résultats. Merci. Mais oui, il y a une question sur avez-vous votre propre centre de formation, et il y a quelque chose là-dessus. Oui, c'est ça. On peut le faire, oui. Merci beaucoup. Et qui est la suite de l'ouverture de 2018. Donc de toute façon, c'est aussi récent. Hein. Aussi. C'est aussi récent. Ok, super. Laura, bonjour. Oui, bonjour. Et moi, je me dis que ce serait peut-être plus pertinent ou plus intéressant de comparer les taux de retour à la formation dans les entreprises en Europe en prenant en compte aussi les niveaux d'incitation de chaque État, que ce soit de l'incitation financière ou carrément de l'obligation légale. Et je m'interroge notamment par rapport à l'apprentissage parce que, d'une part, nous avons un peu tous en tête, j'imagine, le reportage qui est passé il y a quelques semaines sur France Télévisions sur les dérives du recours à l'apprentissage. Donc, parfois, oui, je pense qu'on peut être un peu mauvaise langue, mais on peut se dire aussi que parfois, c'est un levier de développement de l'entreprise parce que parfois, les apprentis représentent aussi une main-d'œuvre à bas coût et pour faire face parfois à des pics, à des besoins de remplacement, etc. Et voilà, donc c'était surtout ça. Et je me demandais si l'apprentissage comme modalité de formation par alternance entreprise-école n'était pas plus fort dans les pays nordiques, en Allemagne, mais parce que culturellement, la vision qu'on a de la formation professionnelle n'est pas la même que l'on a ici et où peut-être on n'a pas besoin d'autant d'incitation financière pour le développer. Donc, c'est ma question. Et je voulais savoir s'il y a quelque part aussi une comparaison des systèmes de financement de la formation dans les différents pays. Alors, dans le dispositif d'enquête européen, il n'y a pas d'information. L'apprentissage est vraiment, c'est un tout petit module. J'ai fait là, juste parce que c'est aussi l'actualité, donc j'ai fait ce petit zoom, mais c'est vraiment un tout petit module. C'est pas le centre du questionnement. C'est vraiment sur les pratiques de formation continue des entreprises et le financement de la formation continue des salariés. Et dans ce cadre-là, il y a tout un volet sur le financement. Et dans le financement, il y a les aides, les montants d'aides et subventions qui sont aussi présents, alors que je n'ai pas exploité encore, hein, qui peuvent être exploités. Et il y a cette information sur, alors, non pas le système de chaque pays, mais pour chaque entreprise, si elles ont perçu des subventions ou pas dans le cadre des dépenses qu'elles ont faites pour former leurs salariés. Faut savoir que c'est un module qui est complexe, hein, parce que dès qu'on rentre dans le financement et, je dirais, les particularités institutionnelles de chaque pays, il faudrait quasiment connaître la loi de chaque pays pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, mais cette information, elle existe, mais je ne l'ai pas exploitée, j'ai pas d'éléments pour l'apprentissage, la donnée n'existe pas, mais il y a d'autres choses par ailleurs. Et voilà.
la donnée existe au niveau européen. Oui, merci. Oui. Serait-ce l'habituelle naïveté institutionnelle de montage des dispositifs que de s'étonner après de la prise en main dans une réalité pratique des entreprises et pragmatique, de se plaindre ensuite, de dire « Oh là là, ils l'ont utilisé, ils ont utilisé trop d'apprentis pour des… » Bon, naïveté qu'on j'ai vu à peu près dans tous les montages de dispositifs, c'est très drôle. Magid, bonjour. Alors, je me présente donc là actuellement conseiller emploi formation au sein d'un OPCO depuis quelques mois. Moi, j'avais une interrogation, c'est concernant les chiffres sur la formation en situation de travail et qu'est-ce qu'on a mis dans les chiffres pour la France en amont comment dire, de la création de l'AFEST, compté de la loi de 2018. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Et puis, sur ma deuxième question, si elle me revient, je reprendrai sans doute la parole si on n'a pas fini. Déjà sur celle-ci, Sans problème. excusez-moi. Sans problème. Agnès va faire une réponse, ça vous laisse le temps de… Donc, la formation en situation de travail, on demandait aux entreprises si des salariés s'étaient formés en situation de travail, c'est-à-dire avaient eu un temps pour se former, un temps organisé et avec une définition de planification, d'organisation à l'avance et de temps dédié à la formation. D'accord, ok. Mais du coup, étant donné que sur les années précédentes, moi, à mon sens, c'était pas forcément, voilà, mon interrogation, c'était, quel mécanisme ou quels critères ont fait que, pour la France, on a pu considérer, que c'était effectivement de la formation en situation de travail? C'est pas, on considère, c'est l'entreprise considère qu'elle a formé en situation de travail, c'est l'entreprise qui répond, hein. Donc, D'accord. Et ensuite, l'autre point, parce qu'en introduction, ah oui, c'est bon, ça m'est revenu, parce que là, les chiffres sont arrêtés en 2020 et du coup, concernant les enquêtes annuelles, sur l'année 2021-2022, on est bien d'accord qu'elles ne sont pas valorisées là dans les elles ne sont pas dans ce… encore valorisées, non. D'accord. C'est Ouais. long. Déjà, quand on dit les chiffres de 2020, ils ont été collectés en 2021. Donc, ils ont été, on a pu commencer à les exploiter en fin 2022, début 2023. Hein, et donc là, aujourd'hui, l'enquête portant sur 2021, l'apurement, pour parler un peu technique, le nettoyage des bases, la pondération, enfin tout est prêt, mais elles n'ont pas été exploitées encore. 2022, c'est en cours de nettoyage, on va le dire comme ça, et 2023, c'est en cours d'interrogation. D'accord. Eh ben, en tout cas, un grand merci pour votre présentation. J'aurais dû commencer par là d'ailleurs, dit en passant. Merci. Pas de souci, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'autres questions? Notre président, que nous sommes contents de voir, aurait-il une question ou une interrogation? Mets ton micro, ouais. Oui, je mets le micro. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les entreprises s'emparent de la possibilité de former les salariés. Bon, c'est vrai qu'ils sont elles-mêmes, je parle pas par rapport à la France, dans l'obligation d'assurer la sécurisation au poste de travail et donc l'assurance que les salariés ont bien les compétences. On voit bien qu'à certains moments, certains salariés qui auraient pu être licenciés ont fait valoir qu'on ne leur avait pas donné les moyens d'occuper le poste. Je pense qu'il y a aussi l'évolution des salariés dans l'entreprise aussi qui peut être prise en compte. Bon, je trouve que sur la situation française, ce que vous avez dit est intéressant de voir que l'action de formation n'est pas en activité, hein, et que la formation est aussi un investissement. Mais je pense qu'il y a une tension quand même entre le fait d'un investissement pour l'entreprise et de l'intérêt des salariés.
dans l'entreprise. C'est une dimension qui me semble importante et qui peut être portée par les partenaires sociaux également, qui n'apparaissent pas dans les arbitrages. Mais sinon, je trouve votre exposé très, très, très intéressant. Bon, il y a peut-être je ne sais pas si c'est une spécificité française, qui est celle, malgré tout, depuis les lois de 2018, qui renvoient finalement, les entreprises ne cotisent plus pour une formation comme ça, un fonds d'assurance formation, elles investissent elles-mêmes pour leur formation. C'est-à-dire qu'il y a toute une transformation stratégique pour les formations, et qui serait intéressant, de mon point de vue, à analyser, de voir en quoi, depuis 2018, comment évolue en tout cas en France la formation des salariés, sachant que c'est l'entreprise qui a la main financièrement, en grande partie. Donc sur les questions de financement, voilà, c'est les points qui me semblent intéressants. Après, toutes les formes, j'allais dire, que vous dites, de la diversification, c'est vrai que ça s'observe d'une manière générale, y compris dans les politiques, j'allais dire, que mettent en place les organismes de formation, sur les formations multimodales, formation en situation de travail, etc. Enfin voilà, moi, bon, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ces réflexions. Mais je dirais surtout que ce sont des pistes d'exploitation, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Mais on voit, voilà, l'enquête est riche. On n'est qu'au début de son exploitation, il y a encore plein de choses. Et d'ailleurs, on va bientôt lancer ce qu'on appelle un groupe d'exploitation, c'est-à-dire un appel à chercheurs pour venir regarder avec nous les données et proposer de nouvelles exploitations, parce que c'est vrai qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour tirer le bénéfice, l'intérêt qu'on peut avoir sur toutes ces données et tous les fils qui peuvent être tirés. Donc, il y aura peut-être aussi des réponses à ces questions qui seront apportées à travers les contributions des chercheurs, les groupes d'exploitation qui vont naître. Merci beaucoup. En tout cas, là, on s'est intéressé aux actifs en emploi, mais il y a aussi les actifs hors emploi et de leur rapport à la formation. Et parce que je sais que ça intéresse aussi pas mal de participants d'ici, qu'ils soient du Greta, de l'AFPA et autres. Et on pourra, je pense, peut-être aborder le sujet le 23 juin avec France Travail, justement, puisque c'est quelque part un peu leur boulot. Élodie? Puisque c'est toi qui vas… Oui, je désactivais ma caméra. Oui, j'ai vu. C'est toi qui vas animer le 23 juin la disputation au compagnon du devoir avec France Travail. Oui, je me suis trompée, c'est le 20 juin, le 23 c'est un dimanche, donc c'est le 20 juin chez les compagnons. Nous accueillons France Travail et le thème, il s'agit d'évoquer avec eux le thème des partenariats, comment la création de France Travail impacte les partenariats au local et au national. Donc voilà, vous êtes évidemment les bienvenus, on communiquera très bientôt sur cette disputation, donc en présentiel. À ce moment-là, dis-leur de prévoir quand même aussi une réponse sur l'utilisation de la formation dans le cadre de ces partenariats élargis du Grand France Travail et de cette encore injonction de voir comment la formation est utilisée auprès des demandeurs d'emploi. Voilà. OK, merci beaucoup en tout cas de votre participation. Nous allons en rester là s'il n'y a pas d'autres questions. Nous sommes parfaitement dans les temps. Merci beaucoup Agnès de cette présentation et on aura l'occasion sûrement de revoir. Et n'oubliez pas que les résultats donc, sont disponibles sur toutes les publications. On vous mettra à disposition le replay sur la chaîne YouTube de la FREF. On vous enverra tout ça avec la possibilité de télécharger le PPT, bien évidemment. J'ai rien oublié, Élodie, Patrick? Non, sinon je remercie aussi Agnès Parfait. pour cette Merci intervention. beaucoup à tous. Merci Agnès. Merci beaucoup. Merci le CEREC aussi.
Et à cette occasion, on remercie Tout à fait. Damien. Et Damien, Il tout à fait. fait son œuvre dans le CEREC. Merci beaucoup et à très très bientôt à tous. Un grand merci, au revoir. Merci, au Merci, revoir. bonne fin de journée.